Faut vraiment essayer de visualiser la scène pour en saisir toute l'ampleur, en fait. Imaginez un peu le bruit ambiant. C'est littéralement assourdissant. Il y a le grondement continu, très lourd des bulldozers, qui fait vibrer le sol. Ah ouais, le genre de chantier qui prend à la gorge direct. C'est exactement ça. L'écho métallique des machines qui résonnent contre les parois rocheuses et cet immense nuage de poussière qui s'élève au-dessus d'un terrain montagneux super accidenté. En parcourant les documents pour notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment l'image qui m'a sauté aux yeux de manière presque agressive en fait. C'est très visuel. Et avec un tel décor, le cerveau humain fait des associations super rapides. Grave. Face à un chantier aussi titanesque, surtout dans cette région du monde, l'idée qui vient direct à l'esprit, c'est qu'on a affaire à un énième méga chantier d'extraction pétrolière ou gazière. C'est le récit classique auquel on est habitué, quoi. Ouais, c'est le biais cognitif par excellence ça. L'histoire industrielle récente a pleinement conditionné notre façon de voir les choses. Totalement. Il suffit de mentionner des investissements massifs, de la grosse machinerie, des forages géants, pour que l'esprit invoque direct l'image de l'or noir. On a vraiment tendance à vouloir faire rentrer ces grands projets extractifs dans des cases qu'on connaît, tu vois. Parce que c'est plus simple à appréhender. Sauf que là, aujourd'hui, il faut qu'on change complètement de logiciel. Les sources qu'on va décortiquer, elles font aucune mention d'hydrocarbures. Zéro. Rien du tout. Et c'est ça qui est fascinant. Ben ouais, on plonge au cœur d'un projet super différent. C'est le site minier de Tala Hamza, Oued Amizour. C'est situé dans la wilaya de Béjaïa, en Algérie. Est-ce que les ingénieurs cherchent à extraire de la roche là-bas? C'est pas du pétrole. C'est des minerais non ferreux. Pour être précis, nos sources parlent de gisements massifs de zinc et de plomb. Et ce changement de ressources, ça modifie totalement la grille de lecture de l'analyse, en fait. C'est clair. À première vue, on pourrait se dire, bon, une mine de zinc, c'est juste un sujet technique. Un dossier d'ingénierie un peu aride qui n'intéresse que les spécialistes de la métallurgie. Ouais, le truc très pointu, quoi. Mais l'objectif de notre analyse aujourd'hui, notre vraie mission pour cette plongée dans nos sources, c'est justement de démontrer pourquoi cette idée reçue est complètement fausse. Exactement. Ce site d'extraction, c'est pas juste un trou gigantesque creusé dans la terre. Les documents qu'on a sous les yeux montrent que c'est le symbole d'un bouleversement stratégique majeur. Une manœuvre qui redessine littéralement l'architecture économique d'une nation entière. Mais avant d'arriver à cette fameuse architecture économique et aux stratégies internationales, il y a une réalité physique incontournable sur le terrain. Toujours, oui. Les grandes manœuvres géopolitiques, elles commencent toujours par des cailloux, de la poussière, de la sueur et une confrontation très directe avec la géographie. Les sources décrivent des travaux préparatoires massifs en plein cœur des montagnes de Béjaïa. Ouais. On y parle d'un élargissement colossal des routes d'accès et de la préparation d'une entrée principale qui est juste titanesque. D'ailleurs, le texte d'origine utilise une expression très précise. Ah oui, le terme en arabe ahfour. C'est ça, ils disent Tadaris Jabaliya Waira. En gros, ça décrit une topographie particulièrement hostile et escarpée. C'est pas une plaine où tu poses un bout de bitume. Non, là, il faut sculpter la montagne, littéralement, pour laisser passer des convois industriels hors normes. L'effort de génie civil qu'il faut juste pour atteindre le point d'extraction, c'est une prouesse absolue. C'est faramineux. Tu dois aplanir, stabiliser, sécuriser des espaces immenses dans un environnement où la gravité et la roche sont tes pires ennemis, en fait. Exact. Et cet espace en surface, il n'est pas juste fait pour garer les camions. Le plan prévoit la construction d'infrastructures industrielles gigantesques dédiées au traitement direct du minerai brut, ce qui demande des fondations hyper solides. Surtout pour supporter les vibrations continues des machines. Ce qui m'amène d'ailleurs au détail technique le plus frappant de nos notes, le chiffre qui donne le vertige. Ah, la profondeur. Ouais. La profondeur prévue plonge à près de 600 mètres sous la surface de la Terre. 600 mètres. Faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes pour bien mesurer le truc. Le cerveau a du mal à conceptualiser une telle distance verticale, mais vers le bas. C'est dur à imaginer, ouais. Pour donner une idée, creuser à 600 mètres, c'est pas aménager un grand parking souterrain. C'est l'équivalent strict, écoute bien, de prendre un gratte-ciel de 200 étages et de l'enfouir complètement à l'envers dans la croûte terrestre. C'est une super image. L'image du gratte-ciel inversé illustre parfaitement le délire technique.
Parce qu'à 600 mètres de profondeur, les lois de la physique commencent à sérieusement compliquer la donne. Tu m'étonnes. Déjà, tu as la pression de la roche autour qui est immense. Ça exige un soutènement structurel constant, sinon tout s'effondre. Ouais, t'es littéralement écrasé par la montagne. Voilà. Ensuite, il y a la question vitale de la ventilation. C'est pas un détail, ça. Faut pomper de l'air frais en permanence depuis la surface pour que les ouvriers respirent et pour évacuer les gaz d'échappement des machines de forage. Sans parler du contrôle de la température, parce qu'il fait super chaud à cette profondeur. Et niveau logistique pur, comment tu remontes des milliers de tonnes de roches tous les jours depuis le fond de ce gratte-ciel inversé de 200 étages? Il te faut des systèmes de levage monumentaux, des ascenseurs industriels ou des immenses rampes en spirale qui n'en finissent pas. L'effort d'ingénierie que ça représente, avant même que la moindre once de métal soit vendue, c'est étourdissant financièrement. Ce qui pousse logiquement à se poser la question, mais pourquoi s'infliger une telle galère? On s'aventure à de telles profondeurs uniquement si le gisement est d'une richesse exceptionnelle. C'est la concentration de zinc et de plomb dans cette roche-là qui justifie un tel investissement. D'accord, mais remonter tout ça à la surface, ça coûte une blinde en énergie et en maintenance. C'est sûr. Et c'est pour ça que si on se contentait de prendre cette roche brute, ce qu'on appelle la gangue, et qui contient encore plein d'impurités, et de la mettre dans des camions pour l'exporter direct, le projet serait absolument pas rentable. Les coûts de transport tueraient les marges. Exactement. Transporter des millions de tonnes de cailloux inutiles sur des bateaux, ça n'a aucun sens économique. C'est ce qui explique l'empreinte au sol colossale prévue en surface. Les sources insistent lourdement là-dessus. L'usine de traitement intégré. On ne fait pas qu'extraire, on transforme directement sur place, au pied de la montagne. C'est la fameuse étape de l'enrichissement. L'usine, elle est conçue pour prendre ce minerai brut, tout juste sorti des entrailles de la terre, le concasser, le broyer jusqu'à en faire une poudre hyper fine. Et ensuite, Ensuite, on lui fait subir des traitements chimiques et physiques complexes, genre la flottation. Le but ultime, c'est de séparer le métal utile de la roche stérile. À la sortie, t'as plus de la roche grise, mais ce qu'on appelle des concentrés minéraux. ok, donc des trucs avec une très haute teneur en métal, directement valorisables sur le marché. Où on subit la tyrannie des coûts de transport à une activité de transformation industrielle lourde. C'est ça qui capte la valeur ajoutée sur le territoire national. C'est hyper malin. Mais attends, bâtir un gratte-ciel inversé de 200 étages et une usine chimique massive au milieu de nulle part, ça demande des capitaux astronomiques. On lance pas un chantier pareil juste pour la beauté du geste. Ah ça non. Faut que ce qui sort de l'usine justifie chaque centimètre creusé et chaque dinar mis sur la table. Et c'est là que les chiffres de nos sources prennent tout leur sens. Les prévisions de production, c'est le vrai moteur. Les documents qu'on a lus estiment que le site va produire 170 000 tonnes de concentré de zinc par an, plus des quantités considérables de plomb. 170 000 tonnes. Faut bien s'arrêter sur ce chiffre. C'est pas un petit volume anecdotique pour alimenter 2 ou 3 usines dans le coin. Ah non, pas du tout. Les sources sont formelles. Ce volume propulse instantanément le projet de Tala Hamza dans le top 10 des mines de zinc les plus importantes au monde. Le top 10 mondial. Rien que ça. Quand tu atteins ce niveau-là, tu joues plus dans la même cour. Se hisser parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux d'une ressource stratégique, ça génère des ondes de choc bien au-delà des frontières de l'Algérie, en fait. Parce que le zinc, c'est pas un métal de niche. C'est un peu partout, non? C'est la colonne vertébrale de l'industrie moderne. C'est indispensable pour la galvanisation de l'acier. En gros, ça l'empêche de rouiller. Ah ok, donc sans zinc, pas de ponts qui tiennent la route, pas de carrosserie de bagnole qui résiste au temps. Pas d'éolienne capable de résister aux intempéries non plus. Et c'est aussi de plus en plus crucial dans les nouvelles technologies de batterie. Donc en contrôlant une telle part de l'approvisionnement mondial, l'Algérie s'achète un poids géopolitique énorme. Et les textes qu'on a sous les yeux sont super explicites sur l'objectif national derrière tout ça. On y lit clairement que l'Algérie cherche activement à s'éloigner de sa dépendance historique aux hydrocarbures. Ouais, le terme de diversification des revenus revient en boucle. Exactement. Et ils ajoutent que ça permettra de réduire drastiquement la facture des importations nationales de métaux. Mais c'est là que j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable. Valdi? Réduire une facture d'importation, ok, c'est bien, c'est de la bonne gestion de père de famille, mais 170 000 tonnes, c'est largement au-dessus des simples besoins internes du pays. Très largement, oui. Du coup, il n'y a pas un risque de surinterpréter la stratégie FIT. Genre, est-ce qu'on assiste vraiment à une mutation de l'identité économique du pays, ou est-ce que c'est juste un très gros projet minier qui va faire entrer des devises sans changer l'ADN économique algérien, très lié au pétrole et au gaz? C'est la bonne question. La question de l'identité économique est centrale. Si on s'arrête juste à la réduction des importations, on rate la vue d'ensemble. Couvrir la demande nationale et garder l'argent dans le pays, c'est bien, c'est le bénéfice de base. Ouais, l'étape 1.
Mais la vraie profondeur de la stratégie, elle réside dans la capacité d'exportation de ces 170 000 tonnes. En inondant les marchés internationaux avec ce volume, le pays ne fait pas juste qu'encaisser des chèques en devises. Il s'insère de force comme un maillon critique dans les chaînes de valeur mondiales. C'est une forme de diplomatie, en fait, mais par la ressource. Exactement. C'est de la diplomatie par la ressource, mais une ressource très différente du gaz ou du pétrole. Le pétrole, c'est une énergie qu'on brûle. Ça crée une dépendance immédiate, mais vachement volatile, liée au prix du baril. Alors que le zinc, Le zinc, c'est un matériau pour construire et pour la technologie. En devenant incontournable là-dessus, le pays se crée un levier d'influence qui dépend plus des fluctuations du cours du Brent, mais de la croissance des infrastructures mondiales en général. C'est un vrai changement de paradigme. c'est fou quand on y pense. On passerait donc de la nation qui fournit l'énergie pour faire tourner les moteurs à la nation qui fournit la matière première indispensable pour bâtir l'infrastructure de demain. Le positionnement est brillant. Mais redescendons sur Terre un instant. Toujours, oui. La géographie locale. Voilà. On a cette immense ambition mondiale, ce volume dingue, cette stratégie macroéconomique. Et tout ça vient percuter de plein fouet une réalité locale super têtue. Une région montagneuse, des villages, des terres agricoles. C'est ça. Et l'histoire industrielle nous apprend que les grands projets miniers créent presque systématiquement des frictions locales majeures. On ne peut pas imposer un chantier de cette taille sans faire de grosses vagues. Les locaux voient rarement d'un bon œil des flottes de bulldozers arriver pour éventrer leur paysage. Du coup, comment les sources qu'on a abordent ce choc entre l'ambition globale et le terrain? Elle l'aborde via ce qu'on appelle la gestion du contrat social. Les documents mentionnent noir sur blanc que des, je cite, obstacles administratifs et réglementaires ont dû être levés. Et le simple fait qu'ils l'écrivent dans des textes officiels, ça veut dire que ça n'a pas été une simple formalité. Exactement. Ça indique qu'il y a eu des résistances, des négociations dures, potentiellement des blocages. Une mine comme ça réclame des étendues de terre immenses. Pas juste pour le trou, mais pour l'usine, les routes, les zones de stockage de la roche. Ce qui veut dire exproprier des gens, toucher à des terres qui appartiennent parfois à des familles depuis des lustres. Et le processus d'expropriation, c'est souvent le point de bascule. C'est là que les projets peuvent s'enliser pendant des années à cause de manifs ou de routes bloquées. Bah oui, nos sources parlent d'un processus d'indemnisation en cours d'ailleurs. C'est présenté comme le moyen de garantir le respect du cadre légal et social pour assurer comment ils disent, un développement équilibré. Ouais, développement équilibré, c'est un terme très propre, très clinique. Très novlangue, ouais. Mais sur le terrain, ça se traduit comment? Si je fais une petite analogie, est-ce que c'est la différence entre un TGV qui traverse un petit village à 300 à l'heure en faisant trembler toutes les maisons sans jamais s'arrêter et un train régional qui prend la peine de construire une gare pour développer l'économie locale? C'est une super métaphore. Un projet minier qui fait juste qu'extraire la roche pour l'envoyer au port le plus proche sans rien laisser sur place, c'est clairement le TGV qui passe sans s'arrêter. Et ça génère de la frustration et de la colère. Forcément. Et ça amène de l'instabilité sociale. Les décideurs derrière Tala Hamza, d'après nos documents, semblent avoir compris que la survie d'un investissement aussi lourd repose à 100% sur la paix sociale locale. L'indemnisation financière, juste, c'est que la première étape. Les sources insistent vachement sur la création d'emplois aussi, et sur la dynamisation du tissu économique de toute la wilaya de Béjaïa. Donc on voit bien que l'intégration de la main-d'œuvre locale n'est pas juste vue comme un truc de responsabilité sociale pour faire joli dans les plaquettes de com. C'est une nécessité opérationnelle absolue. C'est la base de la viabilité du truc. Parce que les gens sur place, ils vont subir les nuisances, la poussière, le bruit, les camions. S'ils voient aucune amélioration de leur niveau de vie, le projet devient super vulnérable au blocage. Il faut que les emplois directs à la mine, à l'usine, et les emplois indirects dans les restos du coin, la sous-traitance, la logistique, il faut que tout ça irrigue l'économie locale. Exactement. Si ce contrat social est respecté, la mine devient un vrai moteur de mobilité sociale pour la région. Mais si la richesse sort de ce gratte-ciel inversé de 600 mètres et passe sous le nez des habitants sans qu'ils en profitent, L'ambition d'être dans le top 10 mondial va se cracher contre des réalités de terrain infranchissables. L'acceptabilité sociale, c'est vraiment le nerf de la guerre. c'est un équilibre super précaire mais totalement vital. Bon, pour résumer un peu le cheminement qu'on vient de faire aujourd'hui avec toutes ces sources, on est parti en dissipant un mirage, celui de l'or noir, Ouais, pour découvrir à la place un projet minier de zinc et de plomb au beau milieu d'un environnement montagneux super difficile.
On a plongé à 600 mètres sous terre pour comprendre l'enfer d'ingénierie que c'est, avant de remonter à la surface pour voir comment une usine va transformer de la caillasse brute en concentré de très haute valeur. Et tout cet exploit technique, c'est la fondation qui permet d'atteindre ce volume dingue de 170 000 tonnes par an. C'est ça. Et ce volume, c'est la clé de voûte géopolitique. Ça montre le pivot d'une nation qui cherche à s'affranchir de la dictature du baril pour s'imposer chez les géants mondiaux des métaux stratégiques. Et paradoxalement, cette vision macroéconomique mondiale, elle tient qu'à un fil: la gestion des micro-réalités sur le terrain. Indemniser le paysan, filer du boulot aux jeunes de BGAIA. S'assurer que les camions roulent sans énerver les villages. C'est l'enchevêtrement ultime entre le global et le local. Ce qui amène d'ailleurs une réflexion finale assez ouf, qui dépasse le seul cadre de ce projet, même si c'est pas dit tel quel dans les textes d'aujourd'hui. Je t'écoute. On parle tout le temps de métaux comme le zinc, le plomb ou d'autres métaux critiques comme des piliers de la transition écologique, tu vois. On veut sortir des énergies fossiles, on veut un monde vert, on électrifie tout. Ouais, on veut sauver la planète. Sauf qu'il y a un paradoxe physique hyper brutal là-dedans. Pour construire ce futur décarboné, pour fabriquer les éoliennes et les batteries de demain, faut littéralement éventrer des montagnes aujourd'hui. Ah ouais. Creuser des gouffres de 600 mètres, broyer des millions de tonnes de roches et bouleverser des écosystèmes entiers. Du coup, la question qui donne le vertige, c'est jusqu'à quel point la construction d'un futur qu'on appelle durable exige la destruction physique et massive de notre géographie présente. Waouh! Ouais, c'est une sacrée question. Ça prouve en tout cas que s'éloigner des hydrocarbures, ça veut absolument pas dire s'éloigner des dilemmes industriels et environnementaux complexes. C'est un paradoxe sur lequel on peut tous méditer la prochaine fois qu'on regardera notre smartphone ou une éolienne. En tout cas, c'est tout pour cette plongée au cœur de nos sources. Il y a toujours une histoire beaucoup plus profonde enfouie sous la surface, faut juste creuser un peu. À la prochaine.